Ce 13 avril 1908, notre sultan Abdulhamid vient d'être déposé. C'est du pouvoir par son opposition au jeune turc. Mehmed V lui succède net entre les mains du triumvirat. La constitution de 1876 est donc rétablie. Toutes les causes et les conséquences tout de suite dans les news de l'histoire. Amis de l'histoire, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode des news de l'histoire. Le mois d'avril, c'est la campagne présidentielle qui bat plus que jamais son plein, mais c'était aussi un autre scrutin tout aussi décisif pour l'avenir de son pays. Le président Recep Tayyip Erdogan a réussi son pari de transformer son pays en régime présidentiel. Mais tout ça, c'est encore de l'actualité de pacotille face à la seule vraie actualité de ce mois d'avril. Le 13 avril 1909, le sultan Abdulhamid II est déposé par son opposition jeune turque, après un règne de 33 ans. Retour sur l'affrontement entre le sultan et son opposition jeune turque. Notre histoire commence le 31 août 1876, date de l'accession au pouvoir du sultan Abdulhamid II, qui succède à Mourad V. Depuis 1839, l'Empire est dans une phase de modernisation accélérée, les Tanzimat. Les sultans ottomans souhaitent moderniser leur empire en s'inspirant du modèle nationaliste européen. Le couronnement de cette politique est la demande croissante des intellectuels ottomans pour une constitution. Une quoi? Constitution? Grotesque! Bah oui, tout le monde sait qu'en Turquie, le sultan gouverne de manière absolue. Le sultan est également calife depuis la fin du XVIe siècle. Tout le monde sait ça, et gouverne sans intermédiaire la communauté musulmane. Certes, le sultan est également calife, et mélange donc pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Mais l'émergence d'une élite intellectuelle incite à réclamer plus de droits démocratiques. Afin de créer un État moderne, les intellectuels turcs tentent de créer un nationalisme ottoman inspiré de l'Occident. Les droits de tous seraient ainsi reconnus par la Constitution. Enfin, la Constitution réduirait les pressions exercées par les puissances européennes sur les minorités chrétiennes de l'Empire. Ils ont raison de protéger les chrétiens. Le prédécesseur du sultan Abdulhamid, le sultan Abdulaziz, vient, en cette même année de février 1876, de mater dans le sang les révoltes des peuples balkaniques. Le sultan Abdulhamid réalisera ses propres massacres, les massacres dits hamidiens, entre 1894 et 1896, perpétrés sur les communautés arméniennes. Comme quoi, ils ont raison de protéger les chrétiens. Alors quoi, Mais oui. Mais tu sais très bien que ce qui intéresse les puissances, ce sont les territoires. Le Royaume-Uni convoite l'Égypte et l'Irak, la France de son côté par la Syrie et par la Tunisie, l'Italie par la Libye, les Russes aimeraient bien conquérir l'Est de l'Anatolie. L'Empire austro-hongrois convoite les Balkans. Les Arabes également souhaitent leur propre État, de même que les Bulgares. Et le jeune royaume de Grèce rêve de reconstituer la Grande Grèce. Et puis, l'Empire n'a bientôt plus grand-chose à envier aux puissances européennes. Des journaux commencent à être publiés, des écoles ouvrent, ainsi que des universités. Ce n'est qu'un début, mais petit à petit, l'instruction fait son chemin. Qui plus est, le pouvoir jusqu'alors absolu du sultan est de plus en plus partagé par les ministres, créés sous le modèle européen. On assiste bien au début d'une future république. Enfin, de leur côté, les peuples balkaniques disposent de leur propre religion, de leurs propres écoles, de leurs propres tribunaux. Le système des milliètes leur donne le droit de s'auto-administrer. Une autonomie qui appelle évidemment à l'indépendance. Ce qui représente une grande menace pour cette identité ottomane naissante. D'où l'urgence d'inscrire les droits et les devoirs de chacun dans la Constitution. Le sultan décide donc de prendre par surprise les puissances à la conférence de Constantinople, en 1876. Il annonce l'entrée en vigueur d'une constitution. Les grandes puissances étaient venues pour réclamer de nouveaux territoires dans les Balkans. L'Empire leur oppose l'article 1 de cette constitution. L'Empire forme un tout indivisible, dont aucune partie ne peut jamais être détachée par quelque motif que ce soit. Ce n'est qu'un vulgaire tour de passe-passe de la part du sultan. Mais à côté, les grands principes démocratiques sont bien présents. Les puissances utilisaient les minorités chrétiennes pour faire pression sur l'Empire. L'article 8 fait de tous des citoyens ottomans. Tous les sujets de l'Empire sont indistinctement appelés ottomans, et ce, quelle que soit la religion qu'ils professent. Article 11. L'État protège le libre exercice de tous les cultes reconnus dans l'Empire. Un parlement est instauré, dont les premières élections ont lieu le 29 octobre 1876. Ce qui deviendra plus tard la devise des jeunes Turcs est porté par cet ange. Liberté, égalité, fraternité. Plutôt pas mal, non, pour une théocratie. Oh, ne t'emballe pas. Tout cela ne dure qu'un temps. En 1877, les Russes attaquent l'Empire ottoman. Devant l'apathie de l'Assemblée, incapable de gérer correctement la situation, le sultan Abdulhamid décide de reprendre les rênes. Il dissout donc l'Assemblée en mars 1877 et récupère tous les pouvoirs entre ses mains. C'est déjà la fin, après même pas un an, de cette monarchie parlementaire ottomane.
Et oui, face à des crises telles que des guerres, l'Assemblée est bien souvent incapable de réagir avec promptitude. Cette décision est donc logique de la part d'Abdulhamid. L'Assemblée a échoué à répondre à la crise. Mais pour le président Erdogan, cette révision est nécessaire pour garantir la stabilité de la Turquie, confrontée à une vague sans précédent d'attentats et de difficultés économiques. Mais attention, Abdulhamid n'était pas parti pour être un pur autocrate. Il préfère attendre que le peuple ottoman soit mûr et éduqué. Durant son règne, l'université d'Istanbul voit le jour, ainsi qu'un réseau d'écoles secondaires et primaires sans précédent. Et oui, en effet, le sultan Abdulhamid était au départ considéré comme un libéral, mais il a sombré peu à peu dans la tentation autocratique. Il confisque le pouvoir des mains des ministres. Il n'effectue pas les réformes promises, causant ainsi des révoltes. Il contrôle tout depuis Istanbul, par le biais d'une bureaucratie énorme qui atteint plus de 100 000 fonctionnaires à la fin du 19e siècle, et sa paranoïa est légendaire. Le ministère de la police est créé en 1880 sur le modèle français. Cet état policier qu'il instaure l'aide à contrôler toute opposition. Et surtout, il ne rétablira pas la Constitution malgré toutes ses promesses. Ce n'est que sous la menace du canon des jeunes Turcs qu'il acceptera le retour à la monarchie parlementaire le 24 juillet 1908. En effet, l'armée envoyée par le sultan pour contrer l'insurrection des jeunes Turcs de Salonique rallie ces derniers pour renverser le sultan. Mais celui-ci n'attend pas que l'armée soit aux portes de son palais. Il ne demande pas non plus l'aide des puissances étrangères, pourtant attachées à la stabilité de l'Empire. L'AKP, le parti au pouvoir, a pour la première fois perdu la majorité absolue. Après les élections législatives du 7 juin dernier, la livre turque a connu une chute record face au dollar. Cet homme qui saisit l'air du temps rend la constitution au peuple turc. Et c'est l'opposition libérale jeune turque du comité Union et Progrès qui parvient à prendre le pouvoir après ces élections. Abdulhamid ouvre ainsi la première session du nouveau Parlement. Le Parlement a été temporairement dissous en attendant que l'instruction du peuple ait été amenée à un niveau suffisamment élevé par l'extension de l'enseignement à travers l'Empire. Mais la faiblesse de l'Assemblée se fait encore sentir. Le Parlement et le gouvernement se retrouvent incapables de gérer la crise des Balkans. Dmessey n'a pas été blessé, mais le geste du député qui a quitté la session pour aller chercher sa Kalachnikov dans sa voiture. Le gouvernement est incapable de s'opposer à l'indépendance de la Bulgarie, à la perte de la Bosnie et de la Crète. L'État ottoman reste donc très faible. Et pendant ce temps, le sultan souhaite revenir à l'ordre ancien. Il noyote des réseaux contre-révolutionnaires afin de préparer son retour au pouvoir. Le chemin vers la démocratie est très long. En mars, des groupes contre-révolutionnaires se lèvent, menés par des contingents dissidents de l'armée et par des oulémas souhaitant le retour de la charia. L'armée d'action, rassemblée à Salonique par les jeunes Turcs, parvient de justesse à contenir l'insurrection. Et le 13 avril, le sultan Abdulhamid est finalement déposé par les jeunes Turcs. Il vivra ses derniers jours dans le palais des Beylerbeyi, se consacrant à ses passions pour la menuiserie et pour la littérature. Quant aux jeunes Turcs, engagés dans une lutte pour sauver l'Empire, ils l'entraîneront dans la ruine de la Première Guerre mondiale et dans la déchéance morale des premiers grands massacres du XXe siècle. Mais ceci est une autre histoire. C'est tout pour moi, je vous remercie. Voilà, l'impression finale reste donc nuancée. L'histoire constitutionnelle de la Turquie est bien plus ancienne qu'on ne pourrait le penser, et l'Empire a réussi à se moderniser de manière foudroyante au XIXe siècle. Une tradition d'ouverture et de démocratie a commencé à naître dans la société ottomane de cette époque. Malheureusement, la figure de l'empereur reste très présente. La tentation du pouvoir peut ainsi faire tomber des régimes et bouleverser un équilibre démocratique jusqu'à aujourd'hui précaire. Voilà, c'était le deuxième numéro des News de l'Histoire. On se donne rendez-vous dans un mois pour le troisième numéro. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo.